Vous demandez-vous comment partitionner votre disque dur et choisir le bon système de fichiers? Eh bien ça tombe bien car dans ce cours de formation, je vais vous guider à travers les différents types de partitions, les systèmes de fichiers utilisés par Windows, Linux et macOS, ainsi que les méthodes de formatage. Alors êtes-vous prêt ou prête à devenir un expert en gestion de partitions et optimiser vos supports de stockage? Bienvenue dans ce nouveau cours où l'on va voir les différents types de partitions d'un disque, les types de formatage possibles du système, et on terminera par la différence entre un formatage rapide et normal. Et on commence donc par les partitions. En informatique, une partition correspond à une section d'un support de stockage, que ce soit un disque dur, une carte mémoire ou bien une clé USB. C'est grâce à la partition qu'il est possible d'installer plusieurs systèmes d'exploitation sur un même disque dur. En fait, on peut voir la partition comme si on divisait physiquement le disque dur en plusieurs autres disques. Il faut savoir que chaque système d'exploitation a une manière différente de partitionner ses disques. Par exemple, sur les systèmes Windows, un disque partitionné sera désigné par des lettres suivies du signe 2 points, comme par exemple C2 points, D2 points ou E2 points. Pour les systèmes macOS, l'identifiant sera sous la forme disque N, S, M, où le N représente le numéro de support et le M le numéro de la partition. Par exemple, une partition qui se nomme disque 1S5 correspond à la 5e partition du disque 1. Et pour les systèmes tournant sous Linux, l'identifiant se présente sous la forme SDXN, où le X représente une lettre pour le support et N correspond au numéro de la partition sur le support. Par exemple, une partition en SDA3 est la 3e partition du disque A. On va maintenant parler des différences entre une partition basique et une partition dynamique, qui sont des configurations uniquement disponibles sur Windows. La partition de base existe depuis la création de Windows, tandis que le type dynamique a fait son apparition à partir de Windows 2000. Un disque qui est au format basique repose sur un format conventionnel qui utilise des tables de partition ou des lecteurs logiques pour gérer les données du disque dur. Alors qu'un disque dynamique, lui, ne va pas utiliser de table de partition, mais plutôt ce qu'on appelle des volumes dynamiques. En fait, on les appelle dynamiques simplement parce que le volume peut être étendu, et ce, même après avoir déjà créé le stockage. Vous pouvez voir le type de partition de vos disques en vous rendant dans votre gestionnaire des disques. Parlons maintenant des termes primaires et logiques. Ici, il faut simplement retenir qu'une partition primaire est destinée à accueillir un système d'exploitation car il peut être amorçable, c'est-à-dire qu'on peut booter dessus. Une partition qu'on appelle logique sera plutôt réservée pour stocker des données, c'est-à-dire faire simplement de la sauvegarde. Vous ne pourrez pas installer de système d'exploitation et démarrer dessus. Il est possible aussi que vous entendiez le terme de partition étendue. Avec tous ces mots, il y a de quoi être perdu. Une partition étendue est le résultat de la division d'une partition primaire. Étant donné que des partitions logiques ne seront jamais des partitions primaires, car non bootables, eh bien c'est pour ça que la partition étendue a été créée. C'est juste pour avoir des partitions logiques dans lesquelles on peut stocker des données. En gros, il faut juste retenir qu'une partition primaire permet de démarrer le système d'exploitation et qu'une partition étendue permet de créer des partitions logiques qui pourront uniquement stocker des données, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas amorçables. Comme on est sur une partie très théorique, eh bien on va continuer en parlant des termes MBR et GPT qui sont en fait des tables de partitionnement pour l'ensemble des systèmes d'exploitation. La norme MBR date un peu puisqu'elle existe depuis 1983. Et le partitionnement en GPT est le successeur du MBR qui a été conçu pour lever les limites du MBR.
Par exemple, avec le Master Boot Record, le MBR, il était impossible de créer plus de 4 partitions primaires, à moins de créer des partitions étendues pour ensuite les diviser en partitions logiques. Le problème, c'est qu'en faisant cette solution de contournement, c'est que la mémoire était mal optimisée, ce qui causait de nombreuses pertes de données, voire même carrément des défaillances au niveau du hardware. De plus, le MBR ne peut gérer qu'un maximum d'espace disque de 2 Teraoctets. C'est pour ces raisons que la table de partitionnement GPT a été développée. En gros, l'ancien type de partition MBR n'est recommandé que sur de l'ancien matériel qui fonctionne avec d'anciennes versions de systèmes d'exploitation. C'est pourquoi aujourd'hui, vous ne verrez principalement que des tables de partitionnement en GPT. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ce dernier, on peut créer un nombre illimité de partitions. La limite sera plutôt imposée par le système d'exploitation, on n'a plus de limite non plus sur la taille du disque, et surtout, on a une meilleure optimisation et sécurité de ces données. On va maintenant parler d'autres choses qui sont les différents types de systèmes de fichiers qu'on peut avoir sur son disque dur. Un système de fichiers, c'est la façon de stocker les informations d'un support de stockage et de les organiser dans des fichiers. Et on commence par 3 systèmes qui sont utilisés dans Windows. Vous l'avez sans doute remarqué, mais quand vous voulez formater les données d'une de vos clés USB, vous avez le choix entre soit FAT32, exFAT ou bien NTFS. Le FAT32 fait partie de l'ancien système de fichiers FAT qui a succédé au FAT16, qui est encore plus ancien. Vous l'avez sans doute remarqué, mais le FAT32 a plusieurs limites. Par exemple, si vous formatez une clé USB en FAT32 et que vous avez téléchargé le dernier film Bad Boys en qualité 4K, eh bien vous ne pourrez pas le mettre sur votre clé car le FAT32 est limité à 4 gigaoctets par fichier. Donc la solution serait soit de formater votre clé dans un autre système de fichiers ou bien de vous contenter de la version DivX du film. Le FAT32 est tout de même très utilisé car le plus gros avantage qu'il a, c'est d'être compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation, comme Windows, Android, iOS ou encore macOS. Par exemple, si vous avez un autoradio MP3, eh bien vous aurez plus de chances qu'il soit compatible avec du FAT32 qu'avec un autre système de fichiers. Passons à l'exFAT qui est simplement, comme son nom l'indique, une amélioration du FAT32. Même s'il est meilleur que son prédécesseur, il reste tout de même moins compatible avec d'autres appareils. C'est-à-dire qu'il ne sera pas reconnu aussi bien que le FAT32 dans votre autoradio. Par contre, pour le coup, il n'est plus limité en taille de fichier. Donc vous pourrez sans problème y transférer même un film en 8K. Après, reste à voir s'il sera reconnu par votre télé du salon. Par exemple, je sais que la PlayStation 3 et la Xbox 360 ne supportent pas l'exFAT. Bon après, qui joue encore à des consoles d'ancienne génération, si ce n'est la Nintendo Mini. Et le petit dernier est le format NTFS, qui est un système propriétaire développé par Microsoft. Il sera donc plutôt destiné à accueillir un système comme Windows, car il permet d'avoir du cryptage, de pouvoir compresser les fichiers, et peut aussi gérer les autorisations d'accès ainsi que les différents niveaux de droit, c'est-à-dire les permissions. Passons maintenant aux systèmes de fichiers qui sont réservés que pour Linux. Ce sont les formats ext2, ext3 et ext4. On va donc détailler les principales différences de ces 3 systèmes de fichiers qui, je le rappelle, sont destinés plutôt dans un environnement Linux. La partition ext2 a été introduite en 1993. Il s'agit du premier système de fichiers par défaut de nombreuses distributions comme Debian ou Red Hat. La taille maximale d'un fichier peut être de 16 gigaoctets à 2 teraoctets, et la taille globale d'une partition de système de fichiers peut être de 2 teraoctets à 32 teraoctets, ce qui était énorme pour l'époque. La partition ext3 a vu le jour en 2001. Elle a les mêmes caractéristiques que son prédécesseur, sauf qu'un répertoire peut contenir jusqu'à 32 000 sous-répertoires. Et c'est depuis cette version qu'il est possible d'avoir une journalisation, c'est-à-dire un suivi des modifications par le système de fichiers. Comme le type ext3 est très proche de l'ext2,
eh bien il est possible de convertir une partition ext2 en ext3 directement sans avoir à formater les données. Et la partition ext4 est arrivée en 2008. Les fichiers peuvent monter entre 16 gigaoctets à 16 teraoctets. Une partition peut atteindre plus de 1 million de teraoctets, ce qui est gigantesque, et un répertoire peut avoir plus de 64 000 sous-répertoires. À partir de ce type de partition, on a une option pour désactiver la journalisation. Comme on est dans le monde de Linux, on va y rester et parler de la partition swap. La partition swap se traduit littéralement en français par partition d'échange. Cette partition est un espace dédié au débordement de la mémoire RAM. C'est-à-dire que si la RAM se remplit complètement, eh bien toutes les autres applications viendront s'exécuter sur la partition swap. Alors vu comme ça, on peut se dire que c'est un moyen super facile d'augmenter la quantité de mémoire utilisable par l'ordinateur sans avoir besoin d'acheter de nouvelles barrettes de mémoire RAM. Eh bien pas forcément, car la RAM reste la mémoire la plus rapide sur le marché. Et ce, même si les disques durs d'aujourd'hui sont beaucoup plus rapides qu'avant, surtout avec les nouveaux disques en SSD. Rien ne pourra remplacer la vitesse d'une mémoire RAM. Pour comprendre le rôle de la partition swap, nous allons détailler ses avantages et inconvénients. Comme on l'a vu, le premier avantage, c'est que ça permet d'avoir un espace de débordement lorsque la mémoire se remplit. Il est possible aussi de déplacer des éléments qui ne seraient pas très utiles dans la mémoire swap, ce qui permettrait de réserver la vitesse de la RAM pour d'autres applications bien plus critiques. Et il est possible de mettre le système en mode hibernation. Il s'agit d'une veille beaucoup plus profonde car la mémoire RAM sera déchargée complètement dans la partition swap, et son réveil sera donc beaucoup plus long qu'un mode veille traditionnel. Passons maintenant aux inconvénients. Eh bien tout d'abord, c'est que ça prend de la place sur votre disque dur, car le problème, c'est que les partitions swap ne se redimensionnent pas dynamiquement. Et ça pourrait aussi augmenter l'usure de votre disque dur, car on lui demande de fonctionner comme une mémoire RAM. Nous avons vu les systèmes de fichiers pour Windows et Linux. Il nous en reste un à voir, qui est celui réservé pour les PC Mac, le système HFS. C'est le système propriétaire d'Apple qui permet de lancer les systèmes d'exploitation sous macOS. Comme le format HFS est un format Macintosh, eh bien les ordinateurs Windows ne pourront pas reconnaître les lecteurs de ce type. À la base, il faut savoir que ce type ne pouvait pas supporter les gros disques durs. C'est pour ça que Apple a sorti une version étendue de son format de fichier qui se nomme simplement HFS+. Les deux derniers types de fichiers qu'on va voir, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec des systèmes d'exploitation, sont CDFS et NFS. CDFS est le système de fichiers réservé pour les disques compacts, c'est-à-dire qu'il est surtout utilisé pour stocker des données sur des CD. Et le NFS est un système de fichiers en réseau. C'est en fait une application client-serveur qui permet à un utilisateur de consulter ou modifier des fichiers hébergés sur un ordinateur distant. En gros, c'est le format dédié pour les serveurs de fichiers. Ce qui permet d'avoir un travail collaboratif sur un même document et de centraliser les fichiers dans un même serveur. Et avant de terminer ce cours, on va voir rapidement la différence entre un formatage rapide ou non. Il faut savoir qu'un formatage rapide va prendre quelques secondes, alors qu'un formatage normal, lui, va prendre plusieurs heures. Alors qu'est-ce qui justifie ces différences? Est-ce que le disque sera mieux effacé? Eh bien en fait, pas forcément. Le formatage rapide, comme son nom l'indique, va rapidement formater votre disque sans prendre la peine de vérifier le lecteur, s'il a par exemple des secteurs défectueux. Alors que le formatage normal va surtout prendre du temps pour scanner les secteurs défectueux. C'est un peu un mythe de dire que les données seront totalement effacées. Il faut savoir qu'un formatage rapide ou normal n'efface pas définitivement les données de votre lecteur. Si vous voulez vraiment supprimer toutes les données, alors vous devrez plutôt utiliser un logiciel prévu pour effacer vraiment toutes vos données.